Le thème de la responsabilité populationnelle pour le mettre en perspective par rapport aux évolutions récentes des politiques de santé autour de cette problématique. La responsabilité populationnelle, en tout cas le principe d'une responsabilité populationnelle des acteurs de santé sur un territoire donné, constitue une évolution privilégiée par les politiques de santé en France. La mise en application de ce principe a des conséquences en termes d'organisation du système de santé et de modalités de financement des acteurs ou structures de santé. Historiquement, l'organisation du système de santé s'est faite de façon séparée entre, d'une part, par exemple, les établissements de santé ou hôpitaux, et d'autre part, autre exemple, la santé ambulatoire, avec notamment les professionnels de santé libéraux. On pourrait également mettre en avant le secteur du médicament ou des biens médicaux qui se caractérise également par des modalités d'organisation, de planification et de régulation historiquement construites de façon un peu séparée. La question de la responsabilité populationnelle a été notamment remise en avant au travers d'une proposition de projet de loi qui a été présentée à la fin de l'année 2023 et a fait l'objet d'une adoption fin de l'année 2023, comme vous le voyez sur cette diapositive, puisqu'il s'agit en particulier, dans cette proposition de projet de loi qui a été adoptée et qui est devenue donc une loi, d'évolution qui concerne en particulier, mais pas seulement, mais en particulier ici, pour ce qui nous intéresse, l'article L 1434-10 du Code de santé publique. Dans cet article, la responsabilité populationnelle est présentée de la façon suivante. L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire, ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. C'est ainsi que commence cet article. Un certain nombre d'alinéas présentent ensuite une forme d'organisation de cette responsabilité populationnelle. Dans l'alinéa numéro 1 de cet article, il est indiqué que le directeur général de l'Agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis dans un autre article. Alors, les territoires qui sont évoqués ici correspondent à des territoires de santé, anciennement appelés territoires de démocratie en santé, anciennement appelés, dans un temps reculé, ce que l'on appelait à l'époque les secteurs sanitaires. Aujourd'hui, sur le territoire national, le territoire de santé correspond très fréquemment au niveau d'un département. Dans quelques situations, un territoire de santé peut être infradépartemental. C'est notamment le cas pour les départements qui sont densément peuplés. Ce conseil territorial de santé est notamment composé, comme l'indique cet article, de députés, des sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile et des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné. En fait, ce Conseil territorial de santé rassemble largement les parties prenantes impliquées ou pouvant être impliquées dans l'organisation du système de santé.
Ce conseil territorial de santé, c'est indiqué dans cet article, veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Ce conseil territorial de santé, en effet, tente à sa façon et avec les moyens qui sont mis à sa disposition à favoriser la participation des habitants dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques de santé sur le territoire. De la même façon, ce Conseil territorial de santé garantit en son sein la participation des usagers en précisant notamment et en mettant en exergue notamment la participation des usagers concernant les personnes en situation de pauvreté, de précarité ou les personnes en situation de handicap. Enfin, ce Conseil territorial de santé comprend une commission spécialisée sur le thème de la santé mentale. Le Conseil territorial de santé existait auparavant, déjà avant l'année 2023, et ce Conseil territorial de santé correspond à une instance de démocratie en santé. Il a pour objet l'exercice de la démocratie en santé de proximité, d'où le lien avec la participation des habitants aux politiques de santé ou la participation des usagers à ces politiques de santé. Et d'autre part, ce Conseil territorial de santé s'intéresse et se penche sur la mise en cohérence des initiatives et des actions des partenaires impliqués dans le domaine de la santé, notamment les professionnels de santé, les organisations, les structures de santé, et essaye de voir de quelle façon ces différentes initiatives et actions dans le champ de la santé peuvent s'articuler. Alors, dès qu'on parle de participation, on s'interroge toujours à un moment ou à un autre sur le degré de participation. Cette diapositive a juste pour objectif de rappeler que il y a différents degrés et niveaux de participation. Dans cette échelle d'Arnstein, qui est une ancienne échelle qui vise à identifier les niveaux de participation, notamment des citoyens, dans des politiques qui sont dans le champ de la santé comme dans d'autres champs d'activité. Et vous voyez que dans cette échelle, on peut aller de la non-participation, avec par exemple la manipulation, jusqu'à un pouvoir effectif des citoyens, niveau 8 de contrôle citoyen sur les politiques de santé, en passant par l'information, la consultation, le partenariat, par exemple. Revenons à l'article L 1434-10 et passons à son alinéa numéro 2. Il est indiqué dans cet alinéa numéro 2 que le Conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé en s'appuyant sur les projets des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que sur les projets médicaux partagés. Il s'agit ici, c'est indiqué entre parenthèses, des projets médicaux partagés élaborés par les groupements hospitaliers de territoire, et sur les projets ou les contrats locaux de santé. Ce diagnostic territorial partagé s'appuie également ou prend en compte, en tout cas, les projets médicaux des autres établissements de santé qui ne sont pas dans les groupements hospitaliers de territoire et qui correspondent à des établissements de santé privés, et également intègre les projets d'établissement des établissements et services médico-sociaux, pour ne pas les citer, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et ou les établissements où se trouvent des personnes en situation de handicap. Ce Conseil territorial de santé, toujours lui, contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé sur son territoire, le territoire de santé qui est donc souvent un département, et il est informé des créations des deux dispositifs d'appui à la coordination et de dispositifs spécifiques régionaux précisé dans d'autres articles du présent Code de santé publique, ainsi que sur la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. On retrouve ici toute une série d'éléments organisationnels ou d'organisation du système de santé, que sont les équipes de soins primaires,
les communautés professionnelles territoriales de santé, les groupements hospitaliers de territoire, les contrats locaux de santé et les dispositifs d'appui à la coordination. Je vais rapidement rappeler ces différents éléments d'organisation des acteurs et des professionnels du système ou des structures intervenant dans le champ de la santé. Premièrement, les équipes ou l'équipe de soins primaires. La loi de modernisation du système de santé de 2016, dite loi en rapport avec la ministre concernée de l'époque, dite loi Marisol Touraine, pardon, et cette loi de modernisation du système de santé, dans son article 64, inscrit une définition de l'équipe de soins primaires. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de soins primaires? C'est un ensemble de professionnels de santé constitués autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leur activité de soins de premier recours sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Cette équipe de soins primaires peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé, les fameuses maisons de santé pluridisciplinaires. Ainsi, l'équipe de soins primaires réunit un ensemble de professionnels, notamment des médecins généralistes, mais on y retrouve également un certain nombre d'autres professions paramédicales, infirmières, kinésithérapeutes, d'autres professions encore. On peut y retrouver des psychologues, des, euh, des sages-femmes et d'autres professions que j'oublie et que je n'évoque pas ici, qu'ils me pardonnent, et donc qui constituent une équipe de soins primaires. Alors, il s'agit d'exercices organisés et coordonnés, d'exercices de soins organisés et coordonnés, tels que voulus par les politiques de santé depuis quelques années déjà maintenant. Cette forme d'organisation des soins primaires se développe progressivement, même si aujourd'hui, les professionnels de santé qui sont regroupés dans ces équipes de soins primaires restent minoritaires par rapport à ceux qui restent en exercice libéral habituel ou classique, donc plutôt dans des exercices individuels ou avec quelques collègues, mais pas sous forme d'équipe de soins primaires. Donc cette équipe de soins primaires, attendue, souhaitée par les pouvoirs publics, contribue à la structuration des parcours de santé et le projet de santé qu'il élabore a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, à la fois la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. On retrouve ici l'idée d'une responsabilité populationnelle. Quid des communautés professionnelles territoriales de santé? Là encore, il s'agit, au sein de la loi de modernisation du système de santé de 2016, d'une organisation qu'on retrouve au niveau de l'article 65 de cette loi, qui vise à assurer une meilleure coordination de leurs actions, qui vise à la réalisation des objectifs du projet régional de santé, et donc une meilleure coordination des professionnels de santé qui donc peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé. L'objectif final est certainement de couvrir l'ensemble du territoire national de communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc, ces CPTS sont composés de professionnels de santé regroupés. Il s'agit de regrouper une ou plusieurs équipes de soins primaires, mais aussi des acteurs qui assurent des soins donc de premier recours, mais parfois aussi de deuxième recours, d'acteurs médico-sociaux et sociaux qui concourent à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. Les membres de la CPTS formalisent eux aussi un projet de santé. Alors, les équipes de soins primaires se situe à un niveau, bien sûr, infradépartemental, sous forme d'exercices coordonnés, maisons de santé ou centres de santé. Et donc, c'est des structures qui accueillent des usagers du système de santé, des patients pour les accompagner ou les prendre en charge. Les
Ces PTS, eux, constituent des rassemblements de professionnels de santé regroupés, mais ne sont pas des structures qui accueillent en tant que telles des patients ou des usagers pour les prendre en charge ou les accompagner, mais qui visent à organiser, coordonner les professionnels de santé sur un territoire, qui est souvent un territoire intercommunal, hein, au niveau d'une intercommunalité. Et donc, dans un département, on va retrouver plusieurs communautés professionnelles de territoire de santé. Ces communautés professionnelles de territoire de santé, pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, euh, il existe donc pour ces CPTS des contrats qui sont conclus avec l'Agence régionale de santé. Contrats qui précisent les missions, les engagements, un certain nombre de moyens et modalités de financement, le suivi et l'évaluation de ces organisations. Et donc, le directeur général de l'ARS, pour les équipes de soins primaires avec leurs projets de santé, mais également notamment les CPTS avec leurs projets de santé, peut attribuer des crédits, donc à partir notamment, aujourd'hui en tout cas, du fonds d'intervention régional. Vous avez ici l'adresse d'un exemple de CPTS, notamment une communauté professionnelle de territoire de santé qui se situe à Amboise. Cette loi de modernisation du système de santé précise également dans son article 66 qu'est-ce que c'est qu'un médecin spécialiste, et notamment les missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, donc qu'il s'agisse d'un pédiatre, d'un médecin généraliste, d'un psychiatre, d'un dermatologue, d'un cardiologue, d'un rhumatologue et de toutes les autres spécialités que je n'évoque pas ici. Et donc, ces missions sont notamment de réaliser une analyse diagnostique et thérapeutique des patients, permettant de proposer et donc d'établir un diagnostic et de proposer un traitement à ces patients. Il contribue également à la prévention et à l'éducation pour la santé. Il participe à la mission de service public qui est celle de la permanence des soins, qui est un sujet actuellement toujours délicat et douloureux dans la mise en œuvre, ou en tout cas pas toujours facile, et contribue à l'accueil et à la formation des stagiaires, notamment des étudiants de médecine, en deuxième ou troisième cycle d'études médicales. Autre organisation, on abandonne l'aspect, je dirais, ambulatoire au sens médecine libérale ou soins dans un cadre libéral, et on arrive sur les établissements de santé, les hôpitaux et donc les groupements hospitaliers de territoire. Défini également dans cette loi de modernisation du système de santé au travers de l'article 107. Et donc, chaque établissement public de santé est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Actuellement, jusqu'à en tout cas très récemment, le GHT n'était pas doté de la personnalité morale. Des évolutions sont possibles et le fait de se doter d'une personnalité morale est en cours de réflexion et de discussion. Le GHT a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, d'assurer l'égalité d'accès à des soins sécurisés de qualité. Et chaque groupement d'établissements élabore un projet médical partagé qui garantit une offre de proximité et l'accès à une offre de référence ou de recours. Les groupements hospitaliers de territoire donc, concernent plutôt les établissements publics de santé, et sont constitués au niveau d'un territoire de santé, c'est-à-dire le plus souvent au niveau d'un département. Ces groupements hospitaliers de territoire euh, regroupent des établissements qui concluent une convention constitutive qui a notamment pour fonction d'assurer la stratégie et l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information convergent. Donc, c'est structurant parce que ça va à aboutir au partage et à la mutualisation d'un même système d'information. De la même façon, ces GHT comprennent la gestion du département d'information médicale sur l'ensemble du territoire concerné, donc pour tous les établissements de santé partie prenante. Il y a également mutualisation des fonctions d'achat et encore coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale sur le territoire du département, au travers de ce groupement hospitalier de territoire, sur un même département.
En 2019, presque 900 établissements étaient regroupés en 136 groupements hospitaliers de territoire. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment, certains départements sont divisés en plusieurs territoires de santé, donc hébergent, si je peux le dire comme ça, plusieurs groupements hospitaliers de territoire, d'où ce nombre un peu supérieur au nombre de départements sur le territoire national. Un territoire de santé, habituellement, r- comprend entre 100 000 et 2 millions d'habitants. Enfin, nous avons, peut-être pas tout à fait en dernier, mais nous avons ici les contrats locaux de santé. Alors, les contrats locaux de santé sont issus d'une loi qui est antérieure, ou en tout cas qui est plus ancienne que celle de la loi de modernisation du système de santé, puisqu'il s'agit de la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, qui avait indiqué qu'est-ce que c'était et mis en place les contrats locaux de santé. Donc, la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé, CLS, conclus par l'Agence régionale de santé, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements ou regroupements. Et donc, ces contrats locaux de santé s'intéressent à la promotion de la santé, la prévention, mais également aux politiques de soins et voire à l'accompagnement médico-social. Donc, un contrat local de santé est signé entre des collectivités territoriales, notamment des intercommunalités, et l'Agence régionale de santé. Ça permet d'établir le lien entre le projet régional de santé au niveau régional et les projets qui sont portés par les collectivités territoriales et les collectivités territoriales, notamment les communes, ont beaucoup de leviers d'action non pas directement sur le système de soins, mais en tout cas sur les déterminants de la santé, environnement, mode de vie, déterminants psychosociaux, par exemple. Donc le contrat local de santé est infradépartemental, il se situe au niveau d'une intercommunalité et il est construit à partir d'une démarche collective, participative, attentive à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à la construction d'une offre de santé, mais santé non pas en termes de soins, mais au sens large, promotion de la santé, prévention, notamment de proximité. En principe également, comme un peu pour les CPTS, l'objectif, ou en tout cas la- la- le- l'objectif recherché est de couvrir l'ensemble du territoire national de contrats locaux de santé. Dans une loi plus récente de 2022, il est précisé le lien qui peut exister entre PRS et projets régionaux de santé, donc et contrats locaux de santé, et qui rappelle notamment l'importance des contrats locaux de santé dans ce cadre. Et donc, le projet régional de santé, défini en cohérence avec la stratégie nationale de santé au niveau national, et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale pour les aspects financiers, et les objectifs pluriannuels de l'Agence régionale de santé dans ces domaines de compétences. Donc, le PRS définit euh, les mesures donc, qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional. Enfin, dernier dispositif évoqué dans cet article L 3414-10, euh, les dispositifs d'appui à la coordination. Alors, le dispositif d'appui à la coordination concerne les parcours de santé complexes. Dans la loi de modernisation du système de santé, ils étaient évoqués sous une autre terminologie, une autre sémantique dans l'article 74, et on évoquait alors les plateformes territoriales d'appui. Et puis, la loi Ma Santé 2022, publiée et promulguée en 2019, a transformé le terme en l'expression que vous avez là, qui est donc le dispositif d'appui à la coordination. Ce dispositif d'appui à la coordination se situe au niveau du département, un peu comme les groupements hospitaliers de territoire, donc au niveau d'un territoire de santé. Il a pour objectif d'assurer une réponse globale aux demandes d'appui des professionnels
notamment donc, des professionnels de santé, et en particulier les médecins traitants, qui, face à des patients en situation complexe, souhaitent bénéficier d'un appui de la part du DAC, donc du dispositif d'appui à la coordination. La complexité qui est évoquée peut être une complexité d'ordre du soin, de la maladie complexe ou de la situation pathologique complexe, mais c'est peut-être également une situation de complexité au sens social du terme. Et donc, cette demande d'appui des professionnels auprès de ce dispositif d'appui à la coordination comprend l'accueil, l'analyse de la situation de la personne, son orientation, la mise en relation avec d'autres professionnels de santé, l'accès à des ressources spécialisées, le suivi, l'accompagnement renforcé des situations, une forme de planification de prise en charge globale. Et c'est donc cette mission qui est réalisée par le dispositif d'appui à la coordination pour des patients qui lui sont adressés par le médecin traitant, se fait donc bien sûr en lien avec ce médecin traitant, voire avec les autres professionnels concernés. Ce dispositif d'appui contribue à la réponse aux besoins donc, des personnes et patients concernés, et de leurs aidants également, et puis participe à la coordination territoriale qui permet de structurer donc, le parcours de santé de ces personnes. Dernier alinéa de cet article L 1434-10. Je pense que je me suis trompé sur le numéro précédent quand j'ai évoqué le numéro. Donc c'est L 1434-10. C'est un alinéa qui se focalise sur le diagnostic territorial partagé, qui doit être réalisé notamment par le Conseil territorial de santé et qui a pour objet, bien sûr, d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population. Donc, derrière cette responsabilité populationnelle autour de la santé, il faut bien sûr pouvoir identifier les besoins et donc cela se fait au travers d'un diagnostic territorial partagé. Ça s'appuie sur les indicateurs disponibles, hein, sur un certain nombre de personnes ressources autour des besoins de la population, autour de l'offre de soins existante, la densité de cette offre sur le territoire, également les évolutions que l'on peut anticiper, les départs à la retraite, l'arrivée de nouveaux professionnels de santé, le niveau d'attractivité du territoire. Et ce diagnostic doit être remis à jour désormais tous les 2 ans. Le diagnostic territorial partagé va permettre l'établissement des différents projets de santé élaborés et mis en œuvre par les CPTS, mais également par les établissements de santé, de la même façon qu'il peut y avoir des projets au niveau des maisons de santé pluriprofessionnelles ou les centres de santé. Et donc, c'est un outil qui va être au service de l'établissement des projets territoriaux de santé produits ou conçus, en tout cas, par ces différentes organisations que nous venons d'évoquer tout au long de ces dernières minutes. Le projet territorial de santé permet de décrire les modalités d'amélioration, que ce soit pour l'accès aux soins, la continuité des soins ou de la santé, la coordination des parcours de santé, l'organisation de l'accès à la prévention, au dépistage et bien d'autres dispositifs de soins. Et donc, ce diagnostic partagé sert à produire ces projets territoriaux de santé par ces différentes organisations. Et ces projets territoriaux de santé portés par les équipes de soins primaires, les CPTS, les GHT, pour ne citer que ceux-là, permettent de décrire les modalités de coopération interprofessionnelle sur le territoire. Ce projet territorial de santé, élaborés par ces différentes structures, sont transmises, ces projets sont transmis au directeur général de l'Agence régionale de santé. Et chacun de ces projets peut être accepté ou retoqué par l'Agence régionale de santé. Et ces projets territoriaux de santé font l'objet d'une évaluation, et cette évaluation est notamment entre les mains du Conseil territorial de santé. C'est ce qui est indiqué dans cet article L 1434-10. Pour terminer, en reprenant des documents qui émanent d'un autre contexte géographique, puisqu'il s'agit du Québec et des documents élaborés par l'Institut national de santé publique du Québec, le Québec ayant depuis de nombreuses années, voire décennies,
mis en œuvre cette responsabilité populationnelle, ou en tout cas tenté de mettre en œuvre cette question de la responsabilité populationnelle. Dans un des documents établis par l'Institut national de santé publique du Québec, ils prennent l'exemple du diabète, rappelant le problème de santé majeur et coûteux que représente le diabète, et le constat que si rien n'est fait, si pas d'actions sont mises en œuvre, s'il n'y a pas d'action mise en œuvre pour réduire l'apparition de cette maladie, le système de santé aura de plus en plus de difficultés à prendre en charge les personnes qui en souffrent. Et donc, il s'agit, bien sûr, au travers des maladies chroniques, dont le diabète est un exemple particulier, de souligner la forte croissance de ces maladies chroniques et l'impact que cela va avoir sur les systèmes de santé. Et donc, il est nécessaire d'intervenir en amont des problèmes de l'apparition de ces maladies pour améliorer la santé de la population. Et on retrouve au travers de cet exemple une forme de souci d'éviter l'apparition de cette maladie, donc une forme d'organisation pour mettre en avant une responsabilité populationnelle des acteurs de santé qui peuvent participer à des actions d'aménagement des environnements favorables aux habitudes de vie saines, avec les municipalités, avec les écoles, par exemple, d'offrir des activités d'éducation saines vis-à-vis des habitudes de vie de la population, d'offrir des séances d'éducation, d'information, voire d'offrir des services, bien sûr, de soins, d'accompagnement et de prise en charge des personnes déjà diabétiques. Et c'est cette responsabilité au travers de ces différentes dimensions d'action qui permet de mieux répondre aux besoins, d'anticiper les besoins, de diminuer la demande de soins et d'outiller ou de faire en sorte de faciliter en tout cas l'engagement des personnes, des usagers du système de santé et des collectivités territoriales. Vous regarderez également dans cette perspective le continuum d'intervention possible, ou encore les différentes compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette responsabilité populationnelle, avec la nécessité d'analyser la vision collective des besoins exprimés, d'engager chaque organisation dans une démarche commune avec les acteurs, d'adapter les services, de soutenir les changements, d'évaluer les actions, les interventions, les organisations dans le sens de la mise en place d'une responsabilité populationnelle. Merci de votre attention.